Et André Berkoff est en face à face avec son invité Marc Fontcave, qui est membre de l'Académie des sciences depuis 2005, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques au Collège de France et auteur de ce livre Halte au catastrophisme aux éditions Flammarion. Oui, un livre que j'ai lu et que je vous recommande, parce qu'effectivement, vous savez, ça fait du bien, comme on entend qu'aujourd'hui, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, rappelez-vous qu'on a entendu pandémie, 500 000 morts en France, et je ne parle pas combien de dizaines de millions dans le monde, etc., etc. Mais au-delà du Covid, effectivement, ce dont Marc Fontcave parle, et parle très bien dans son livre, c'est cette espèce de propension à croire que de toute façon, et depuis un certain club de Rome et autres, que tout va vers la catastrophe, que, Rappelez-vous certaines déclarations, vous avez écouté d'un certain nombre de gens à la télévision, qu'avec une hausse d'1 degré ou de 2 degrés de température, 3 milliards d'hommes et de femmes allaient mourir, 3 milliards d'hommes et de femmes. Et évidemment que l'Amazonie, c'était fini, c'était une espèce de champ de ruines, etc., etc., etc. Marc Fontcave, je voudrais justement vous en parler dans votre livre. À quoi attribuer? Est-ce que c'est vieux comme le monde, les prophètes d'Apocalypse, les collapsologues, comme les appellent certains? Est-ce que c'est une vieille histoire? Est-ce que ça continue? Oui, alors d'abord, c'est une vieille histoire. De tout temps, on a pensé qu'on arrivait à la fin du monde. Un truc typique, c'est par exemple, à chaque fois qu'on a atteint un milliard supplémentaire d'habitants sur la planète, il y a eu des gens pour dire, enfin Malthus et puis d'autres, pour dire c'est fini, on n'arrivera pas à nourrir tout ça. On est aujourd'hui à 7,5. Et donc, on continue à nourrir, et comme je le dis d'ailleurs dans le livre, mieux qu'avant. En même temps, il y a de réels problèmes. Juste un mot là-dessus, Marc Fontcave. Oui. Vous dites, on peut arriver sans problème à 10 milliards d'habitants dans le monde, on ne sera pas, la moitié ne va pas crever de faim. Je ne dis jamais sans problème. Je dis, oui. C'est inéluctable, et donc nous n'avons qu'une seule solution, c'est de traiter le problème. Et de ne pas baisser les bras en disant c'est la fin du monde, etc. D'accord. Moi, je crois qu'on y arrivera. Parce que j'ai une certaine confiance dans notre capacité, nous les humains, à traiter ces problèmes, et en particulier par la connaissance, la science, la technologie, l'industrie, etc. Mais je ne dis pas il n'y a pas de problème. Non, effectivement, 10 milliards, ça sera plus compliqué que 7,5 et beaucoup plus que quand nous n'étions qu'un milliard. Qu'un milliard, absolument. Et est-ce que, alors, vous, le scientifique, la chimie des processus biologiques, etc., est-ce qu'honnêtement, sans faire du scientisme et sans dire la science va tout résoudre, on peut quand même faire un bilan, c'est que la science a fait quand même énormément avancer les choses, que ce soit dans divers domaines. Parce qu'il y a encore des gens qui disent « Ah là là, aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde était, rappelez-vous, le 19e siècle, vous connaissez ça mieux que moi, le début du 20e siècle, la technologie, la science, les médicaments, les vaccins, etc. Et puis tout d'un coup, depuis 40 à 50 ans, ah là là, c'est fini, l'homme devient le destructeur, l'homme devient le prédateur, etc. Ça s'est renversé. Oui, ça s'est renversé, c'est effectivement, on est... en somme assommés par tout un discours anti-progrès scientifique, technophobe, anti-science, voilà. Et en fait, oui, c'est assez récent. Mais pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est parce que les gens ne sont pas assez informés, ou peut-être sont-ils désinformés. Parce qu'en réalité, vous citez la médecine, mais il y a eu un progrès fantastique en médecine. Il y aurait beaucoup plus de morts aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les progrès dans la biologie, dans la recherche médicale, etc. Je prends un autre exemple. Si une transition énergétique aujourd'hui est possible, si on peut aller vers le solaire ou l'éolien, c'est bien parce que la technologie avancée. Voilà, on a fait des découvertes et les entreprises ont pu mettre sur le marché un certain nombre de technologies. Alors évidemment la science, moi je ne l'admire pas béatement, effectivement je fais des recherches, mais je vois bien qu'il y a eu aussi de problèmes. Prenons le nucléaire. C'est clair que le nucléaire est quelque chose de délicat. Si on ne regarde que Fukushima et puis les problèmes Tchernobyl des déchets, et autres, voilà, oui. On pourra en discuter si vous voulez, mais qu'on oublie que depuis 50 ans, les Français ont une électricité pas chère, sans le moindre mort, avec toute la sécurité nécessaire, de façon abondante. C'est bien parce qu'on a l'énergie nucléaire. C'est grâce au nucléaire, c'est toujours comme ça. Bien sûr. Et c'est ça, oui, c'est la langue d'Ésope. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est ça. Mais je pense que on a perdu un peu de cette information sur les problèmes. Alors, c'est pas simple, parce que tout ça
sont des sujets d'une très grande complexité. Former les gens à ça, les informer, c'est assez difficile. Mais néanmoins, je pense qu'on a perdu à la fois l'information et puis une certaine confiance dans... Tout à fait. Voilà, on va en parler, on va creuser ça après les informations et avec nos auditeurs. Marc Fontcave, encore une fois, un livre à lire, Halte au catastrophisme, aux éditions Flammarion. Et puis n'oubliez pas ce numéro de téléphone, 0826 300 300. C'est à vous de nous appeler à partir de 13h. Allez, à tout de suite. Aussi dans tous ces états, mais calmez-vous, on se calme, elle n'est pas en train d'exploser la Terre. Oui, le globe, il n'est pas fini, je vous assure. Non, non, pas avant 1 milliard d'années, et on ne sait pas si on sera là, on en rediscutera. Marc Fontcave, je voudrais que vous nous donniez des exemples où effectivement, des projections, et vous en parlez dans votre livre aussi, des projections un peu catastrophistes, disons, ont été données depuis d'ailleurs des dizaines d'années, et qu'en fait, si on regarde un peu, c'est pas ça du tout. Quelques exemples. Oui. Ouais. Écoutez, par exemple, je cite le cas de Al Gore, oui. qui a eu le vice-président des États-Unis. Le vice-président des États-Unis, qui a eu un prix Nobel de la paix pour ses travaux, entre guillemets. Je ne sais pas de quoi on parlait exactement. Oui, c'est bizarre. Je pense que là, effectivement, c'est un prix qui a été mal attribué, parce que toutes les prédictions qu'il avait indiquées sur la chaleur, sur la disparition de la calotte glaciaire, etc., tout ça était faux. Il a fait des choses très très précises en annonçant par exemple, y compris dans son discours de réception du prix Nobel, en annonçant que je crois que c'était dans 7 ans, on n'aurait plus de calotte glaciaire. Et c'était il y a 10 ans, ça, voilà. en plus. Donc, évidemment, elle existe encore. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'exemples comme cela. Bon. Vous avez entendu Fred Vargas qui a fait un tabac avec son livre. Alors là, on a typiquement l'exemple de quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, j'ose le dire, qui d'ailleurs dit très très clairement qu'elle a tout compris en quelques mois. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur ces sujets-là et j'ai encore du mal à comprendre. Mais elle a tout compris en quelques mois et elle a annoncé qu'en effet, en 2030, il y aurait 3 milliards, à peu près la moitié de la population mondiale qui disparaîtrait. Bon. Et voilà. On la reçoit à la radio, à la télévision, etc. Voilà, on la reçoit et puis surtout, personne n'est là pour contredire et pour lui demander quelle était la source et le fondement scientifique d'une telle affirmation. Bien sûr. Ça serait bien si elle nous les donnait, mais évidemment, elle ne les a pas puisque ça n'existe pas. Voilà, donc il y a une sorte d'accumulation comme ça d'affirmations. Et c'est ça qui vous a fait, qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Enfin, oui, alors, en introduction, vous avez dit c'est un livre qui nous fait du bien. Alors, voilà, ça déjà, si c'est vrai, je trouve que j'ai réussi mon pari, parce que, en effet, j'ai envie de dire aux Français, écoutez, effectivement, tout n'est pas parfait. Mais arrêtez de vous plaindre, arrêtez de penser qu'on est plus mal ici en France qu'ailleurs, parce que ça c'est aussi le cas. Vous avez vu avec le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, pendant le début de la crise sanitaire, c'était le pays où tout était formidable, etc. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, ils sont pas mieux lotis. Donc, je veux dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et au contraire, ce que je dis dans mon livre, et là je donne des exemples concrets, c'est que il y a quand même dans ce pays tout un tas d'actions politiques, sociales, économiques qui conduisent à faire de ce pays un des pays où il fait le mieux vivre dans le monde. Ça, les Français ne le voient pas. Donc, j'ai voulu dire ça, mais j'ai aussi voulu dire, parce qu'on nous raconte, enfin les catastrophistes surtout ont un discours qui est, excusez-moi je prends un peu de temps, mais en 3 temps. C'est 1, on ne fait rien. 2, si on ne fait rien, c'est parce qu'il y a un complot contre le climat et l'environnement. Et 3, on pourrait faire instantanément tout, puisque toutes les technologies sont là et qu'on peut instantanément, en claquant des doigts, enlever le nucléaire et les fossiles pour les renouvelables. Voilà les 3 étapes du raisonnement. Ces 3 étapes sont toutes fausses. Et je veux dire aux Français que non, c'est pas vrai, on ne fait pas rien. Je donne des tas d'exemples dans le livre. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Non, mais je donne l'exemple de l'amélioration considérable des économies d'énergie dans le transport.
c'est pas suffisant, mais les voitures, c'est pas mal, vous avez vu que la consommation des voitures par rapport à moi quand j'ai commencé à conduire des voitures, c'est incomparable. C'est la même chose, les efforts pour la consommation de kérosène dans les avions. C'est les efforts, je donne des exemples très précis, qui conduisent à la disparition complète de certains toxiques dans notre environnement. Il n'y a plus de pollution à certains métaux lourds. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui meurent de la pollution, mais je veux dire, on avance. Pareil pour les plastiques, évidemment. On est effaré de voir ces océans de plastique, hein, sur l'océan, moi-même aussi. Mais en même temps, quand vous regardez objectivement les chiffres, vous apercevez qu'il y a de plus en plus de plastiques qui sont recyclés, qui sont traités et recyclés. Donc, pareil, sur les économies d'énergie dans les bâtiments. À nouveau, il y a des passoires thermiques. Évidemment, ça vient d'avant. Mais il y a des entreprises qui ont mis au point tout un tas de nouvelles technologies, de nouveaux revêtements pour s'attaquer à ça. Et déjà, il y a des bâtiments basse consommation, etc. Donc, partout, il y a des efforts. Donc, ça avance. Et le complot... Pas de complot. Évidemment, il y a bien des entreprises qui sentent bien que leurs marchés traditionnels vont disparaître et ils s'y accrochent. Bon, c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, toutes les grandes entreprises françaises, et on a des fleurons, hein, Total, Saint-Gobain pour le bâtiment, Air Liquide pour l'hydrogène, etc., Faurecia pour la voiture électrique, évidemment nos constructeurs automobiles, tous sont engagés dans cette voie. Donc c'est ça que j'essaye de dire aux Français. Ne soyez pas embarqués dans ce discours qui est de l'idéologie, de mon point de vue. Et que tout peut se faire tout de suite, et c'est qu'il y a des gens qui ne le veulent pas. C'est ça. Oui, voilà. Et vous avez raison d'insister sur le troisième point. Non, tout n'est pas possible aujourd'hui. Si nous sommes encore avec les fossiles et le nucléaire en France, c'est pas simplement parce qu'on veut à tout prix... les garder, les garder et faire disparaître la perspective des renouvelables. C'est parce qu'il y a objectivement des problèmes scientifiques, techniques, industriels, économiques. Il faut les traiter. Bon, alors évidemment, ça ne prendra pas quelques jours, mais ça prendra quelques années. Mais c'est ce que vous avez dit avec le nucléaire. On ne peut pas supprimer le nucléaire comme ça quand on sait comment les Français se fournissent en électricité, bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est un problème terrible parce que il y a ce verre à moitié vide, vous avez raison, et vraiment, on devrait plus aller vers le positif. Mais vous savez ce que c'est ? Je crois que c'est un peu partout, et c'est terrible à dire, c'est qu'on ne regarde pas les trains qui arrivent à l'heure. On veut uniquement les trains. Absolument. Malheureusement, les médias en général aiment assez les trains qui arrivent en retard et pas assez ceux qui arrivent à l'heure. Donc, au fond, si mon livre pouvait redonner espoir à un certain nombre de Français, en pensant qu'il y a quand même des gens en France, j'espère en faire partie avec mes jeunes chercheurs, mais y compris dans le monde industriel, enfin un peu partout, des gens qui vraiment travaillent à cette transition énergétique et écologique, et ben déjà ça serait bien et ça serait une avancée. Alors juste un petit mot, parce que certains pensent que être catastrophiste, c'est au contraire, ça permet de se mobiliser plus, alors que moi je tiens le discours inverse. C'est au contraire, c'est parce qu'on a un peu, donc il y a ce débat. Hein. Moi je dis au contraire de voir qu'il se passe des choses et donc que c'est possible, même si c'est un peu lent. Ça motive plus. Moi je pense que ça motive plus que de dire, écoutez, on n'y arrivera pas, c'est foutu, il y aura 3 milliards. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient de dire. On a l'impression que si on agissait, je crois qu'il y a des gens qui pensent même que si on agissait, la température diminuerait. Ça, c'est exclu. Nous sommes dans un monde chaud et il continuera à être chaud quoi que nous fassions, parce que c'est une question de stock. C'est une question de stock de CO2 dans l'atmosphère. Tout ce qu'on a accumulé va y rester. Parce que le temps de vie du CO2 dans l'atmosphère est long. C'est une molécule très stable, etc. Donc, quoi que nous fassions, même si nous disparaissions, si la race humaine disparaissait, si la planète s'arrêtait de fonctionner totalement, nous serions exactement à la même température, parce que la question du CO2, la quantité de CO2 serait la même, elle ne disparaîtra pas. C'est bien de rappeler ça. Donc il faut s'adapter à ça surtout. Il faut évidemment ne plus trop accumuler de CO2, c'est la transition énergétique, mais il faut surtout et aussi s'adapter, investir pour l'adaptation à cette chaleur. Et ne pas être dans les nuages, effectivement, dans les nuages de l'apocalypse. Et
André Berkoff, toujours dans tous ses états avec son invité Marc Fontcave, auteur de Halte au catastrophisme aux éditions Flammarion, et avec vous qui avez tous composé, bien sûr, le 0826 300 300. Et la première, c'est Marie qui nous appelle du Sud-Ouest. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour votre invité. Bonjour. Alors, deux choses. D'abord, j'avais téléphoné pour le Mali. Juste quelque chose qui m'interpellait. Oui. 200 djihadistes libérés par le gouvernement malien en place en vue d'une prémisse de paix. Alors pour Sophie Pétonnard, en plus peut-être une rançon de la France, personne ne sait. Donc, C'est pas loin. si ce gouvernement malien fait la paix ou en vue de faire la paix avec les islamistes djihadistes du Mali, qui entre parenthèses occupent déjà les 3 quarts du Mali d'après Vincent Hugues. Donc je me demande, et tous les Français doivent se demander, mais que fait donc l'armée française au Mali, puisque les Maliens eux-mêmes ne combattront pas les djihadistes, puisqu'ils sont, parce que c'est d'une absurdité complète d'aller faire des prisonniers qui vont être libérés. En attendant, les soldats français seront tués et certainement beaucoup de Maliens seront blessés et tués. Donc ça, c'est la première absurdité. La deuxième absurdité que je voulais évoquer, c'est ce qui m'a sidéré, c'est les soignants, les médecins et les soignants positifs qui soignent les malades. Alors ça passe pas chez moi. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est impossible étant donné que la plupart des médecins, c'est pas simplement les masques, la contamination se fait aussi par aéroportage, par contact, des affaires, etc. Ça passe pas du tout, Monsieur Berkoff. Et troisième chose, pour répondre aux catastrophiques de votre invité, je dirais qu'effectivement les choses se font. Maintenant, la question est que personne ne peut répondre à l'heure actuelle. Le climat va-t-il se dégrader? À quelle vitesse? Est-ce qu'il va nous prendre justement, ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne croit? Ni le GIEC, ni votre invité, ni moi ne pouvons répondre à cette question. Alors attendez, écoutez, déjà on va demander à Marc Fontcave si on peut répondre à cette question. Est-ce que le climat va se dégrader encore plus ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une idée de cela ou pas? Là, je crois qu'on peut avoir une idée, puisque le GIEC, qui représente des milliers de chercheurs qui contribuent à cette question, est capable, c'est ce qu'il fait dans ses rapports, d'établir des différents scénarios en fonction de notre capacité à répondre aux émissions de CO2. Mais il n'a pas été un peu catastrophiste, le GIEC, de temps en temps? Il a varié. Je me rappelle certains rapports qui étaient quand même pas piqués des hannetons. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu, dans les premiers rapports, on annonçait des scénarios à plus de 6 degrés de température, etc. Bon, non. Véritablement, si on admet, et je crois qu'il faut le faire, la théorie qu'il y a une relation mathématique, d'ailleurs avec des équations qui sont établies par le GIEC, qui valent ce qu'elles valent, c'est aujourd'hui la théorie, demain ça sera une autre équation, enfin, etc. Eh bien oui, on connaît nos émissions de CO2, donc on peut le traduire en termes d'augmentation de température. Et c'est bien parce qu'on a ce type d'équation que le GIEC, tout dernièrement, son dernier rapport, ça a été de dire, nous on a... on pense qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés, et encore mieux 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Hein, vous savez qu'on est déjà à 1 degré de plus. Et je termine là-dessus. Donc, on sait à peu près ce qu'il faut faire en termes de diminution du CO2. Comme ces objectifs sont très élevés, moi je pense qu'on n'y arrivera pas, donc la réponse par rapport à ces équations et cette théorie, c'est que oui, la température va continuer à augmenter. Mais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, elle ne diminuera pas par la moindre action que nous ferons. Oui, c'est ça, vous avez dit, effectivement. Donc il faut pas, je crois, dire qu'on ne sait rien. Aujourd'hui, il y a une théorie scientifique qui est celle développée par les climatologues et le GIEC. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est comme dans toute la science, on établit des vérités à un moment donné, mais certaines deviennent éternelles, comme la Terre est ronde. Oui, mais c'est vrai, Marc Fontcave, qu'il y a certaines théories qui peuvent changer. Ah ben oui, parce que ça fait partie de la recherche scientifique. Peut-être sur le climat et le réchauffement. Bien sûr. Et voilà, la climatologie est une science relativement nouvelle, vous voyez. Mais malgré cela, on a quand même déjà un certain nombre de données. Etc. Voilà. Bien, Sophie, pardon. Alors, Marie, merci pardon. Marie, merci beaucoup Marie. Et on retourne au standard, on donne la parole à Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Oui, bonjour Olivier. À vous, Monsieur
Berkoff et monsieur Fontcave. Bonjour. Le catastrophisme, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même particulièrement du côté du GIEC, quand j'analyse les faits, c'est surtout pour moi un organe extrêmement politique et qui veut nous empêcher de penser différemment. Par contre, quand on essaye, je voudrais remercier un homme qui s'appelle Pierre Messmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un Premier ministre français. Oui, oui, bien sûr. On peut le remercier parce que c'est lui qui a appliqué le plan nucléaire en France. C'est grâce à lui qu'on a une énergie abordable. Quand on veut, on a des pastèques politiques en parlant des soi-disant écologistes qui veulent nous imposer l'éolien et le solaire. Il faut quand même prendre une chose en compte, c'est que ces gens-là sont pas écologistes d'une part. Quand ils veulent les voitures électriques, c'est dans les grandes périphéries. Et quand je parle de voiture électrique, pour moi, c'est une voiture qui est polluante. Alors je m'explique. Non, les batteries. Oui, les batteries. Alors, bien sûr, dans le pays de mon épouse, elle est chilienne, c'est une saloperie l'extraction du lithium. Ça détruit des écosystèmes. On a dans l'altiplano andin, vous avez des salars, les lacs d'eau salée qui sont asséchés, et vous avez des flamants roses. Ces flamants roses trouvent leurs nutriments dans ces salars. Et vous avez les parcs régionaux nationaux au Chili, par exemple, les gardes le disent clairement, si vous commencez à faire de l'extraction de lithium, vous tuez les flamants roses. C'est-à-dire que c'est une véritable saloperie. C'est juste un caprice, en l'occurrence, pour des gens dans les grandes périphéries, mais on se fout de la France périphérique. C'est-à-dire que on ne veut pas savoir d'où vient le lithium, comment il est extrait, mais l'extraction, elle n'est pas très très propre. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour aller dans votre sens, Olivier, et justement, on va poser la question à Marc Fontcave, bien sûr, mais vous avez évidemment entendu parler des Cancer Cities en Chine, où des enfants, d'ailleurs en Afrique aussi, où est extrait le cobalt. Et on sait très bien les ravages que fait le cobalt sur la santé d'un certain nombre d'enfants, que ce soit en Chine ou en Afrique. Et ça, c'est vrai qu'on parle toujours des voitures électriques, mais on ne parle pas de cela, sans parler des intermittents du spectacle, comme les éoliennes et certaines batteries solaires. Marc Fontcave, c'est vrai qu'alors, c'est intéressant. Olivier dit, attention, le GIEC, oui, mais, etc. Et puis, effectivement, on se pose la question sur ces grands pollueurs que sont, il faut le dire, les batteries électriques et autres. Oui, alors, merci pour ces remarques qui sont tout à fait pertinentes. Sur le premier point, le GIEC, il y a deux aspects dans le GIEC. Il y a à la fois les rapports scientifiques et puis les rapports politiques. Vous avez raison. Les rapports politiques peuvent conduire à une vision catastrophiste qui alimente la peur, l'angoisse, au lieu de dire voilà les directions qu'il faut suivre pour y arriver. Sur la partie scientifique, vraiment, objectivement, il y a tout un tas de gens très très sérieux, j'en connais, voilà, qui essayent de comprendre le lien entre les activités humaines et le climat, et puis d'autres qui aussi regardent d'autres aspects, l'activité solaire, enfin, etc., etc. Donc il faut faire la part des choses. Tout à fait. Mais alors sur l'électrique, sur justement les terres rares. Oui, voilà. Alors la deuxième question que vous soulevez, c'est que effectivement, il n'y a strictement aucune solution neutre. On va remplacer des technologies qui ont des avantages et des inconvénients par des technologies qui ont des avantages et des inconvénients. Et toute la problématique aujourd'hui, c'est vraiment de mesurer d'ailleurs ce qu'on appelle le cycle de vie ou l'impact environnemental des nouvelles technologies. Et là, on est encore très très faible. On ne sait pas encore très bien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bon sens qui nous dit, par exemple, la voiture électrique, c'est formidable, parce que, justement, il n'y a pas de pétrole. Oui, mais bon, il faut faire les batteries, il faut des métaux qui sont rares ou qu'il faut effectivement exploiter dans des conditions catastrophiques. Il y a le problème des déchets des batteries, parce que si on multiplie les véhicules électriques, on va se retrouver avec des quantités massives. Et où on les enterre, voilà, où est-ce qu'on les met, enfin, etc. Bon, alors, il y a cela, et puis on peut multiplier pour chacune des technologies la Vous même dites chose. en fait qu'entre... En fait, il y
il y aura toujours entre deux mots, il faut choisir le moindre, mais dans moindre mal, il y a aussi mal, quoi. C'est ça, il y a toujours... Voilà, donc, et alors, il y a là aussi, on a évoqué ça tout à l'heure, il y a une sorte de paresse à justement dire, bah voilà, le bon sens, c'est ça. En réalité, la complexité nécessite donc beaucoup plus de travail, moins de paresse, mais va peut-être conduire à des observations qui ne sont pas ce que le bon sens nous dit. Mais il faut faire le travail. Donc moi je reste toujours, comme vous le savez, très équilibré et il faut comprendre tout ça dans cet équilibre. Le dernier point, vous avez soulevé Monsieur Messmer, oui, comme promoteur de l'énergie nucléaire et des centrales nucléaires. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que Messmer ne l'a pas fait à l'époque pour le climat, et il l'a fait pour la souveraineté énergétique à un moment donné où il y avait la crise du pétrole. Il s'avère que par un quelque chose, souveraineté est bonne. Oui, voilà. Par un heureux hasard, cette décision conduit la France à être parmi les champions en termes de faibles émissions de CO2 à cause de ce mix électrique très nucléaire. J'en profite pour dire, alors effectivement, oui, je suis d'accord, mais j'en profite pour dire que vous voyez bien la différence qu'il y a entre cette époque et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les politiques, d'ailleurs qui s'appuyaient plus sur les ingénieurs et les scientifiques, oui, à cette époque-là, et les Français avaient une certaine confiance dans la science et dans la technologie pour accepter qu'on construise autant de centrales nucléaires en si peu de temps. Et vous imaginez les centrales nucléaires de l'époque par rapport aux centrales nucléaires qu'on construit aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sûres, beaucoup mieux contrôlées, etc. Et aujourd'hui, on n'en veut pas. Vous voyez la différence de sentiment, enfin, comment on a basculé vers... On se retrouve restez avec nous aussi, Olivier. Olivier, on se retrouve avec une petite pause, à tout de suite. Et avec vous tous, 0826 60 300. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité Marc Fontcave, auteur de ce livre Halte au catastrophisme aux éditions Flammarion. Et puis on est là avec vous aussi, vous nous appelez au 0826 300 300. On va redonner la parole à Olivier qui avait posé une question à Marc Fontcave. Oui, Monsieur Berkoff ? Oui. En fait, je voulais attirer l'attention de vous et Monsieur Fontcave parce qu'en 2017, le 15 février 2017, notre établissement, le CNRS, donc c'est pas des gens idiots, au contraire, les scientifiques du CNRS, a édité une étude sur le ralentissement du Gulf Stream, c'est-à-dire ils ont voulu vérifier un célèbre film qui s'appelait Le jour d'après. Ah oui, je m'appelle ça. Ils ont fait la comparaison, ils n'auraient pas fait mieux que les résultats ont été au-delà de leur espérance. Il s'avère que l'étude explique qu'on a un risque fort au XXIe siècle. C'est revu à la hausse de ce Gulf Stream qui est en train de possiblement de ralentir. En fait, ça s'explique assez simplement, c'est la fonte de la calotte glaciaire du pôle Nord qui perturbe la salinité de l'eau. Et il s'avère que cette étude est quand même, c'est pas des crétins qui l'ont éditée. Moi, j'attire l'attention à Monsieur Fontcave et vous de la lire. Elle est passée totalement inaperçue au niveau des médias généraux. Elle a été éditée quand même. Ça aurait été intéressant de s'y pencher, mais c'est la possibilité d'un changement important du climat autour de l'Atlantique Nord. Voilà. C'est quelque chose quand même de fortement intéressant, et c'est des gens tout à fait sérieux qui l'ont édité. Voilà. Ok, Olivier. Oui, Marc Fontcave, vous êtes au courant de cette... Oui, je connais ça. Je ne suis pas climatologue, qu'on soit bien clair. Je m'intéresse aux problèmes d'énergie, je fais des recherches là-dessus, mais je ne suis pas climatologue. À nouveau, d'une certaine façon, ce n'est pas un scoop. La température augmente, la glace fond, ça change la salinité de l'eau, il y a de la sécheresse sur le sol, il y a... Bon, oui, donc on doit vivre avec ça. Voilà. Absolument. Je voudrais qu'on s'interroge un peu, justement, on parlait un peu des catastrophiques, mais il y a aussi autre chose, une variété. Alors, on va pas leur attribuer tous les péchés, mais les décroissants. Alors, les décroissants, notamment Nicolas Hulot et beaucoup d'autres qui ont fait et qui disent oui, mais écoutez, si on continue comme ça, non, il faut aller vers la décroissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Marc Fontcave? Eh bien, à nouveau, on est là, effectivement, avec l'illustration d'une sorte de continuité philosophique qui va de l'homme n'est qu'une source de malheur, et donc on ne peut plus lui faire confiance.
Et donc, il faut revenir. Donc l'avenir ne peut plus être ce qu'il était. Non, ce qu'il était, et puis surtout ne peut plus être le produit de l'engagement de l'homme à travers la science, la technologie, parce qu'à nouveau, la technologie n'est qu'une source de problème. Hein, c'est un discours très technophobe. Hein, Bien sûr. Et donc, s'il n'y a pas cette perspective, il reste quoi? Il reste d'essayer, et c'est ce que dit d'ailleurs Nicolas Hulot dans son dernier bouquin avec le philosophe Lenoir, Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, où en gros l'idée c'est de dire, c'est vraiment un retour en arrière. Pour moi, c'est un discours réactionnaire qui consiste à dire la question n'est plus la croissance ou le bien, enfin le bien-être aujourd'hui n'est plus matériel, il est spirituel. Et c'est assez affolant dans ce bouquin. Il parle par exemple ils se disent entre eux, ah c'est formidable, il y a des contrées, il y a des populations où ils ont rien mais ils sont tellement heureux. En gros, ça revient à ça. Donc c'est le bon sauvage. Voilà. Donc voilà notre perspective. Eh bien non, moi évidemment je ne partage pas ce point de vue-là. Mais donc pour eux, effectivement, seule la décroissance est une option. Et alors, aussi, l'autre chose, quand même, l'autre volet, c'est des avancées technologiques, mais pour donner quoi? Et je prends 2 exemples, et j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Les éoliennes, d'un côté, et les trottinettes, par exemple, chose qu'on dit, mais c'est formidable. Voilà, l'horizon indépassable de notre temps, enfin dépollué, ce sont les trottinettes. On n'entend que ça. Oui, alors, là aussi, vous avez raison. On ne peut pas dire tout le temps, la science est la solution et pas mesurer tous les impacts que ça peut avoir. Alors vous citez le cas des trottinettes électriques. Effectivement, le bon sens, et peut-être même les scientifiques disent on va mettre une batterie sur un moyen de transport, donc c'est formidable. Bon, en réalité, il faut voir tous les impacts que ça a. On a déjà évoqué ce que les batteries peuvent avoir comme problème en termes environnemental. Pollution, tout ça, bien sûr. Et puis, une autre implication auquel les gens n'ont peut-être pas pensé, c'est que les trottinettes électriques dans Paris sont utilisées par des gens qui n'utilisaient pas de voiture, donc on n'a rien gagné. Ils utilisaient des transports... Ils étaient parisiens dans le centre-ville et tout va bien. Voilà, donc pour aller du 6e au 5e arrondissement, une trottinette, c'est très très bien. Mais au lieu de prendre un bus, ils prennent une voiture électrique. Donc on ne gagne strictement rien. Et puis en plus, il s'avère que ces trottinettes électriques, il faut les promener en camion d'un endroit à un autre pour les recharger, pour les remettre en place, enfin, etc. Donc le bilan est très mauvais. Donc effectivement, la science a peut-être apporté quelque chose en termes de batterie, mais l'usage... Il faut toujours voir l'autre côté aussi. Voilà, l'usage. Et les éoliennes, et on peut prendre les exemples aussi avec les éoliennes, c'est-à-dire, formidable, c'est du vent. Quand il n'y a pas de vent... C'est du vent, c'est le cas de le dire. Oui, enfin, bon. Quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Mais surtout, il y a tout un tas de problématiques liées au fonctionnement des éoliennes. La quantité massive de béton que vous ne voyez pas qui est sous les éoliennes et qui sont là définitivement à rendre totalement impropre à faire autre chose. Vous voulez les terrains qui ont été bétonnés. Les terrains ont été bétonnés. Et puis là aussi, il y a une question de terres rares, de métaux. Lithium, cobalt, silicium et compagnie. Oui, c'est vrai que... Là, c'est des terres rares. Hein. Oui, c'est ça, c'est des terres rares. Non, c'est pour ça, mais comme vous dites, la science en conscience, c'est pas le problème. Alors, est-ce qu'on peut revenir, et là, c'est pas de la réaction, à science en conscience n'est que ruine de l'âme? Le fameux science en conscience. En fait, est-ce que ça veut dire quelque chose ou en fait la conscience n'a rien à voir là-dedans? Bien sûr que la science peut conduire à des problèmes. Je le dis dans le livre, je ne dis pas tout ce qui est scientifique et technique est formidable. Bien sûr. Évidemment, il y a, je veux dire, le nucléaire, c'est aussi la bombe atomique. Donc tout dépend des usages qu'on en fait. Donc effectivement, il faut de la conscience. Cette conscience, elle doit être des chercheurs eux-mêmes, mais c'est aussi des citoyens. Tout le monde, des politiques, tout le monde, bien sûr. Mais malgré tout, à nouveau, qui d'autre que l'homme pour sauver la planète? Clémence. Et on va donner la parole à Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Oui, bonjour Luc. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité.
Je ne voulais pas intervenir sur le sujet sur lequel votre invité parlait. Vous pouvez intervenir sur tous les sujets, hein, vous le savez. Voilà, c'est gentil. Néanmoins, je ne peux dire qu'une chose, c'est qu'il a tout à fait raison. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que, en fait, on est en face, pour beaucoup de choses, du déni de la part de minorités. Il est évident que tout progrès, je dirais, qui va vers une meilleure écologie, a ses contraintes techniques, comme je viens de le dire, les batteries, rien ne peut être pris de manière, je dirais, parcellaire. Voilà. Ouais, absolument. Moi, je travaille dans la promotion immobilière. À une époque, la grande mode, c'était les triples vitrages, après les doubles, sauf que pour faire du verre, il faut chauffer du sable à des centaines et des Absolument, centaines de degrés, et ça coûte ce qu'économise peu ou pro, je dirais un mot là-dessus. En plus ou en moins. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Moi, je suis basique, je suis pas le plus intelligent du bac à sable. Si les politiques n'étaient pas influencés par des minorités qui ne voient que des choses parcellaires, peut-être qu'on irait dans le sens de votre invité, des choses qui sont frappées au coin du bon sens. Je voulais pas intervenir là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un danger qui est quand même extrêmement important. Oui. C'est tous ces problèmes, je dirais, dus à l'insécurité et aux bandes. Je ne veux pas revenir sur le cas de Champigny-sur-Marne. J'habite juste à côté, au Pérus-sur-Marne, une commune aisée, bourgeoise et tout. J'ai quand même eu mon immeuble où j'habite attaqué un soir à minuit par une bande de gens qui passaient par là et qui ont vu un couple de personnes âgées. Il a fallu qu'on descende à 7 ou 8 pour les tirer des mains de ces gougnafiers. Ça, j'en parlerai pas. Je parlerai par contre des 2 policiers qui se sont fait massacrer à Herblay, oui. Sincèrement, André Berkoff, excusez-moi. Imaginons que je vous aime pas. Imaginons, c'est une vue de l'esprit. Je vous colle une claque. Avant que je vous en colle une deuxième, qu'est-ce que vous faites? Vous me collez un bourre-pif à la Audiard. Oui, absolument. J'essaie de répondre, c'est clair. Je ne comprends pas que 2 policiers se fassent sortir de leur bagnole. Il faut ouvrir la porte, casser la fenêtre. Et qui est même pas, je parle même pas qu'ils aient dégainé leur arme. Et qui n'est même pas leur agresseur qui est le petit doigt cassé. Je n'arrive pas à comprendre cela. J'ai ma compagne, j'ai des bureaux de vente. Je fais la tournée. Maintenant, je fais la tournée des bureaux de vente à la nuit tombée. La plupart du temps, ce sont des jeunes femmes. J'ai ma compagne qui tient un bureau de vente pour vendre des trucs. Je suis quasiment tous les soirs maintenant à la nuit tombée. Mais je comprends. Et s'il y a un souci, j'y vais. Tant pis. Même si je me fais péter la gueule, j'y vais. Alors écoutez, je n'arrive pas à comprendre ça. Excusez-moi, je finis. Allez-y. Ou ce sont des incompétents, ou alors on leur donne pas les moyens. On voit dans tous les films des flics qui font du karaté, qui ceci, qui cela. Pourquoi les nôtres, ils se font péter la gueule en permanence? Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission, Luc, mais enfin, il y a un policier qui a parlé de ça. Alors, je ne sais pas s'il a raison ou pas. Moi, je ne peux évidemment pas vous répondre, n'étant pas moi-même policier ni sur le terrain là-dessus, qui disait, mais vous ne pouvez pas savoir combien on empêche les policiers, d'abord, de faire usage de leurs armes ou de quoi que ce soit, mais même si ce n'est pas usage de leurs armes. L'impression, non, je sais, de leur poing, ou etc. Ils castagnent. Absolument, non, mais d'ailleurs, ils sont entraînés. Mais apparemment, il y a eu quand même ce côté. Attention, si vous allez trop loin, toute la cité va se réveiller, etc., etc. Et alors je partage votre incompréhension, mais apparemment, il y a quand même, en tout cas, nous en dit beaucoup de policiers, moi j'en reçois quand même pas mal dans l'émission, etc., qui nous disent, on a ordre formel, d'intervenir à moins qu'on soit en train de mourir, et d'ailleurs c'était le cas, puisqu'ils ont pris leurs armes et ils leur ont tiré dessus. Donc, non mais je comprends votre incompréhension. Aussi une chose, excusez-moi, moi, il y a une chose, vous m'excuserez, j'écoutais Gilles-William Gonladel, que j'aime aussi beaucoup et tout, qui se pâmait devant Darmanin. Darmanin, il est en train de nous enfumer. Il est en train d'enfumer tout le monde. Je ne me pâme pas devant Darmanin. Moi, un type, vous m'excuserez, qui passe son temps à parler de son papy,
et de sa maman qui lui a appris à pas montrer du doigt à l'Assemblée, pour moi, c'est un fumiste. Voilà. Ce type n'est pas à la hauteur, et il est en train d'enfumer tout le monde, et il ne fera rien. Il ne fera strictement rien. On le saura. On l'a vu. On le saura assez vite. Attendez, on le sait déjà. Oui, je voudrais... Non, je sais bien. Mais je voudrais qu'on ne reste pas trop sur le problème Darmanin. On en a déjà beaucoup parlé. Moi, je voudrais deux choses. Je voudrais revenir par rapport à ce que disait Marc Fontcave, et vous avez évoqué, et en tant que... c'est votre métier, sur les verres, et c'est le triple vitrage. Oui. Marc Fontcave avait envie de réagir là-dessus. Oui, vous avez raison, parce que vous êtes toujours là, Luc? Oui, je suis toujours là. Justement, je m'étais exprimé plusieurs fois sur cette question en partant de problèmes de plastique. Aujourd'hui, d'ailleurs, une façon de réagir justement des catastrophistes ou des simplistes, c'est de dire chaque fois qu'il y a un problème, je m'en débarrasse. Je supprime. Bon, le cas des plastiques est assez exemplaire. Les plastiques, en effet, tout le monde est sensible à la pollution par les plastiques, et en même temps, il y a deux choses. La première, c'est que il y a des usages extrêmement importants des plastiques qui ne seront pas remplacés par autre chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit... Comme par exemple Regardez dans les hôpitaux, il s'avère que j'ai été opéré il n'y a pas très longtemps. J'ai passé quelques jours dans un hôpital. C'était pas le Covid, c'était pas le virus. Et tout est en plastique dans un hôpital. Oui, on peut pas tout éliminer. Voilà, on peut pas tout éliminer. Et puis, vous avez raison, si on remplace les contenants, les sacs, etc., par du plastique, par quoi on les remplace? En gros, c'est par du verre ou par du papier. Et vous avez raison, là aussi, c'est un autre exemple qui montre que... l'idée simpliste, le bon sens, c'est on s'occupe plus de plastique, on fait soit du verre, soit du papier. Sauf que les deux industries, celle du verre, vous l'avez parfaitement évoqué, c'est une industrie extrêmement énergivore, donc on va consommer de l'énergie. Et celle du papier, c'est l'industrie du papier, comme vous le savez, même si elle a fait beaucoup de progrès, c'est l'utilisation de produits chimiques extrêmement toxiques, de déchets, etc., qu'il faut traiter. Donc là aussi, il n'y a pas de solution miracle. Donc moi, ce que je dis dans le livre, c'est arrêtons de, chaque fois qu'on a un problème, de dire on s'en débarrasse. Essayons de résoudre, essayons d'améliorer. Et dans les plastiques, bien sûr, il y a tout un tas de perspectives, je suis chimiste, de perspectives, de polymères biodégradables, de ce qu'on appelle les polymères biosourcés, c'est-à-dire qui prennent des molécules de la biomasse pour faire des polymères, etc. Voilà. Non, c'est un petit commentaire. Mais absolument. Et Luc, je voudrais vous dire par rapport à ce que vous dites, je partage votre incompréhension par rapport à ce qui s'est passé à Champigny, seulement et ailleurs. Mais je vais vous dire, le fond du problème, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, les citoyens vont se prendre en main, ils vont se prendre en charge. Et oui, André Berkoff, c'est une chose que je voulais vous dire l'autre jour, lors de votre intervention avec Thierry de Montbrial, quand il parlait de ce papa qui disait à son fils, t'as vu, on a mis des bougies, des machins, et le fils qui disait, papa, tu te fous de moi, qu'est-ce que ça fait? Les fleurs, c'était des fleurs. Mais on sait quoi Monsieur Berkoff, vous vous baladez, moi, dans tous mes bureaux de vente, j'ai équipé mes négociatrices de bombes lacrymogènes violentes qui sont utilisées par la BAC suisse. Je n'ai pas le droit de le faire. Si on me prend avec ça dans la rue, je finis en garde à vue. Oui, c'est vrai. Je sais, je connais d'autres personnes qui l'ont dit, c'est vrai. C'est très gentil et de dire il faut, mais on fait quoi? Oui. Alors déjà, si les flics n'ont pas le droit de sortir leur flingue, alors moi, c'est pas avec mes petits poings que je me défends contre un type avec une machette. C'est évident. Non, mais le problème, il est posé, on en parle, et il est posé, et on ne le sentira pas avec des fleurs, des bouquets, imagine, de John Lennon, c'est clair. Et André Berkoff, toujours dans tous ses états, évidemment, avec son invité Marc Fontcave, qui nous présente son livre Alto Catastrophisme aux éditions Flammarion, et surtout avec vous qui composez le 0826 300 300. Et c'est le cas de Thomas qui nous appelle de Pau. Bonjour Thomas. Bonjour. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Je vous appelais justement parce que je suis climatologue de formation. Ah, très bien. Alors jeune diplômé depuis 10 ans qui n'a jamais pu trouver de place dans un centre de recherche ou dans un travail en continuité avec. Ouais. Bon, ça c'est pour des questions d'entre-soi, d'autres problématiques, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais par exemple, je travaillais avec une climatologue, Martine Tabot, qui parlait du catastrophisme, effectivement comme un vestige un petit peu de judéo-christianisme.
en gros, les idées qui font les foules ont des inerties très fortes, et il y a toujours effectivement une part de catastrophisme qui est là dans l'interprétation des phénomènes qu'on peut observer. J'avais juste une petite remarque, moi c'est sur, et c'est un petit peu au-delà de ce bouquin, c'est sur le CO2. À chaque fois qu'on parle de climat, on parle de CO2, de CO2, et je voulais justement demander à votre invité qui est chimiste, la complexité de la chimie atmosphérique quand même, c'est pas rien. Comment est-ce qu'on peut comme ça faire des relations directes, prétendre qu'il y a des causalités, voire même la cause à effet, c'est-à-dire la cause c'est le CO2 qui fait le réchauffement. On ne parle pas de paramètres orbitaux, on ne parle pas d'obliquité, on ne parle pas d'excentricité. La Terre ne tourne pas de façon parfaite. Il y a ça varie, ça bouge. La variation du rayonnement solaire est au cœur d'ailleurs de toute cette évolution du climat. Et quand on fait de la paléoclimatologie, on voit très bien qu'il y a effectivement des périodes de refroidissement, de réchauffement. Donc ça fait à peu près en gros plus de 10 000 ans que ça se réchauffe quand même. On parlait de l'âge glaciaire, donc le réchauffement en tant que tel, c'est pas un problème. Moi, je pense que plutôt, c'est une façon de cacher un autre problème qu'il y a derrière, c'est un peu l'auto-empoisonnement interne de l'espèce humaine que notamment décriait Lévi-Strauss au crépuscule de sa vie, qui disait qu'il n'aimait plus le monde dans lequel il vivait, bref, peu importe, qui sévissait dans un régime d'auto-empoisonnement interne de l'espèce humaine. Et donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, au-delà de ces problèmes de CO2, c'est justement toutes les problématiques un petit peu chimiques, que ce soit les pesticides, toutes les technologies. Alors, on va pas effectivement... Non, mais je comprends, c'est très clair ce que vous avez dit. Vous avez posé le problème, et je voudrais que Marc Fontecave, parce que ce que vous dites, c'est vrai, est-ce que le CO2 est le seul invariant, la seule cause, le seul alpha et oméga? En fait, c'est plus compliqué que ça, dit notre auditeur. Oui. Alors, oui, merci pour cette question. C'est effectivement une question importante, mais la façon dont je vais y répondre, c'est une réponse qui n'est pas d'un climatologue et qui n'est pas non plus un chimiste de l'environnement. Je suis un chimiste de l'énergie, et donc j'ai pris comme règle de ne pas m'exprimer sur des sujets que je ne connais pas en détail. Mais néanmoins, évidemment, je suis ça de très près. Et aujourd'hui, mon point de vue, c'est que, en effet, si d'un côté, il est troublant, il peut être troublant, d'attribuer à un seul paramètre, une toute petite molécule, 400 ppm, c'est très faible, une proportion très faible dans l'atmosphère, l'ensemble de la problématique climatique, parce que, en effet, les relations terre, atmosphère, océan sont d'une très très grande complexité. En même temps, si je me permets, en même temps, les données scientifiques aujourd'hui attribuent, sur des bases scientifiques, qui à nouveau sont celles qu'on a aujourd'hui, qui peut-être changeront demain, bien sûr, attribuent à la variation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère le réchauffement climatique. Et c'est vraiment ça d'abord. Oui, d'accord. Oui. Okay. Alors, il y a un certain nombre d'autres personnes, je l'évoque dans mon bouquin, j'évoque deux collègues qui mettent l'accent sur les variations de l'activité solaire, les cycles solaires, etc., et trouvent des corrélations avec les changements de température. Donc, bon, ces gens-là sont très attaqués. Ils ne devraient pas l'être parce que ce sont des scientifiques, et voilà. Mais comme ça va contre la doxa CO2, bon. Mais néanmoins, aujourd'hui, moi, je considère que la théorie, c'est celle-là, de la même façon que la Terre est ronde, alors qu'on a dit que certains disent qu'elle est plate, je dis avec ceux qui disent... Aujourd'hui, je crois qu'on est un peu convaincus. Enfin, il y en a quelques-uns qui disent qu'elle est plate encore. Bon, donc, là-dessus, je crois qu'il faut soutenir toutes les recherches qui essayent de comprendre le problème, et il y en a plein, mais on est obligé de tenir ça en compte. La deuxième remarque, c'est qu'en effet, vous avez raison, il fait très chaud aujourd'hui, mais il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre où il a fait aussi chaud. Peut-être que la plus grande différence aujourd'hui par rapport à certaines périodes, c'est que le changement climatique est très rapide. C'est-à-dire que par rapport aux périodes où la température a augmenté, ça s'est fait sur des
dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire sur des temps où la nature... Y compris les aires glaciaires, y compris tout ça. Absolument. Enfin, où le temps a été suffisamment long pour que les organismes vivants, d'une certaine façon, aient pu s'adapter. Ici, ce qui est nouveau, d'une certaine façon, c'est comme ça que je le comprends, c'est que ce changement-là est très rapide. Même si un siècle pour quelqu'un qui ne vit que... Enfin, à l'aune de l'histoire de l'humanité... Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est très rapide. Et donc, c'est surtout la problématique de l'adaptation à cela qui est difficile. Voilà. Une question peut-être? Oui, alors une dernière question de notre invité, de notre auditeur Stéphane de Toulouse, qui avait une question justement pour Marc Fontcave. Bonjour Stéphane, on vous écoute. Bonjour. Bonjour Monsieur Fontcave, je vous écoute sur le sujet de l'énergie. J'avais une question qui était d'ordre assez général. J'aurais aimé avoir votre avis sur tout ce qui est hydrolienne. Je vous appelle de Toulouse, mais en fait j'habite à Bordeaux, et à Bordeaux il y a une expérimentation en cours actuellement, enfin depuis quelques années, dans la Garonne, qui est sujette au marais, à cet endroit-là, d'hydrolienne en fait. Donc c'est une énergie qui semblerait relativement propre à produire, qui pourrait être produite à proximité de là où elle est consommée, et qui est prévisible puisqu'elle fonctionne selon les marais. J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Marc Fontcave. Oui, j'ai pas de. Je vois très bien de quoi on parle, bien sûr. Je n'ai pas de position particulière. Aujourd'hui, donc. Je considère que toute expérimentation nouvelle, l'évaluation de toute nouvelle technologie est une bonne chose, et donc je pense qu'il faut regarder ça de très très près. Bon, donc là aussi, la question c'est quelle quantité d'énergie on peut produire, parce que un des problèmes, et c'est pour ça que je défends autant le nucléaire, hein, c'est pas uniquement parce que j'ai une passion particulière pour le nucléaire, ni parce que je suis dans un lobby pro-nucléaire, je suis dans aucun lobby, mais c'est simplement parce que on est en train de parler de quantités massives d'énergie qu'il faut fournir à bientôt 10 milliards d'habitants. D'accord ? Alors, avec les hydroliennes, peut-être on résout un petit problème local, mais c'est pas etc. la même échelle. Mais voilà, donc il faut mesurer quelle quantité d'énergie on peut produire avec ça, et puis là aussi, regarder les impacts environnementaux globaux, c'est ce qu'on a discuté en début d'émission. Mais moi, je suis totalement ouvert à cette expérimentation. Il faut explorer ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est justement un des problèmes de la transition énergétique. C'est que comme il n'y a pas de solution unique, miracle... Donc il faut faire tout. Il faut regarder un peu partout. Ça crée de la difficulté. Oui, et puis aussi, ça coûte cher. Parce que si on avait une solution miracle, on irait dans cette solution.